Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous avez passé un bon lundi. Bonjour à tous. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Vous savez que j'ai beaucoup pensé à vous, à Philippe Bilger ce week-end. Pourquoi ? Parce que j'étais à un mariage d'un couple d'amis, Laetitia et Stéphane, dans le Nord. On a fait la fête en Belgique. Amis. Merci. Non, on a fait la fête en Belgique, en Flandre, à Courtrai. Oui. Et je dois dire que quand vous faites l'accent belge, c'est vraiment plus vrai que nature. Ouais, c'est vrai. C'était impressionnant. Là, en Flandre, si votre micro était ouvert, ça irait mieux. Oui, c'est fait, allez-y. Il n'est pas ouvert. Pourquoi ça vous a fait penser à moi ? Et parce que vous demandez tout le temps à Cécile de faire l'accent belge. Elle le fait très bien. Et vraiment, vous le faites plus vrai que nature. Ah tant mieux, voilà, tant mieux. C'est peut-être parce que j'ai habité un peu en Belgique. Bon, c'était très bien. Non, c'est sûr, mais... non, c'est sûr. Moi, je fais l'accent dauphinois, si vous voulez. Ça y emmène ou quoi ? Villard de l'Arbre pour les petits et les grands. J'adore ça. Et Jean Dorido ? Écoutez, je peux faire différents accents. Je resterai sur ma voix naturelle pour le moment. Si vous voulez avec bien. sa voix suave, tu sais. Moi, j'avais une bonne résolution sur ce lundi. J'avais décidé qu'il fallait au moins qu'on vous fasse rire une fois. Donc, on s'est dit, tiens, si on faisait une blague par Philippe David. Philippe David, racontez-nous une histoire. Attendez, là, j'en ai... Non, mais je vous la prends, mais il faut que j'en trouve une bien et... Allez, dépêchez-vous. Allez, on y va. Même si elle n'est pas convenable. Non, mais alors là, j'en ai pas de convenable qui reviennent. Alors, voilà. Vous savez quoi ? On va lancer le sommaire et juste derrière, vous allez la faire. Réfléchissez, Philippe David. Je veux bien faire même votre partie. Allez, le sommaire de cette émission. Les vraies voix Sud Radio. Le sommaire de cette émission. Allez, le grand débat du jour. L'immigration n'est pas une chance pour la France, lance Bruno Retailleau, qui regrette de ne pas pouvoir faire de référendum sur le sujet. L'état de droit n'est pas intangible, ajoute le ministre de l'Intérieur, alors que Nicolas Sarkozy lui apporte son soutien. Ces déclarations provoquent la consternation de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors, parlons vrai. Pensez-vous que Bruno Retailleau dit tout haut ce qu'une majorité de Français pensent ? Est-ce une tentative de remake de 2007 lorsque Nicolas Sarkozy a siphonné l'électorat RN ? Et à cette question, comme Nicolas Sarkozy, soutenez-vous les propos de Bruno Retailleau, puisque Nicolas Sarkozy les a soutenus ce matin. Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est Jean Poteau qui sera avec nous pour en parler, politologue. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale propose une réforme de l'orthographe. Objectif, supprimer ces exceptions sur l'accord des participes passés et mieux appliquer ces simplifications orthographiques de 1990. Des linguistes le réclamaient, car la France consacre beaucoup plus de temps que les autres pays à cet apprentissage de la langue maternelle, sans pour autant obtenir de meilleurs résultats. Alors parlons vrai, est-ce que la langue française est trop compliquée ? Ou est-ce que vous pensez que c'est une réforme nécessaire ? Faut-il réformer l'orthographe ? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir ? On prendra les appels avec ou sans faute de français, il n'y a aucun problème. Et notre invitée Lisa Kamen-Ersik sera avec nous, enseignante et chroniqueuse au Point au Figaro, et à Marianne. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix du lundi. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Bonsoir. Bonheur de vous retrouver après un merveilleux week-end à Saint-Raphaël. Ah, vous étiez pas à Rome, parce que sinon on aurait pu chanter Week-end à Rome. Non, mais ça, je suis pas Étienne Dao, malheureusement. Oh, pas mal. Françoise de Gois. Eh bien, écoutez, très bien. Après un merveilleux week-end à Saint-Raphaël aussi, on y était tous. On salue les copains de la revue parlementaire parce qu'il y avait un superbe colloque sur l'engagement et nous étions invités, Philippe Bilger et moi-même, et on n'a pas parlé de la même chose, pas du même engagement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas. Mais on s'était pas croisés, on n'a pas voulu refaire les vraies voix. C'est bien, c'est bien. C'est bien, vous vous évitez. On s'évite en week-end, tu vois. Avec Jean Dorido qui est avec nous. Écoutez, très heureux de vous retrouver, les amis. Je n'étais pas à Saint-Raphaël. Vous avez un côté Jacques Chirac quand même. Écoutez. Mais c'est loin, mais c'est beau. Mais c'est beau, mais c'est loin. Mais c'est beau. Philippe David, j'en ai trouvé une que les Belges nous ont racontée ce week-end. Allez, on est en retard, c'est une on y va histoire quand même. belge sur les Français, très courte mais très drôle. Allez. Je vous la fais avec l'accent belge. Vite. Vous savez ce que c'est qu'un Français moyen ? Non. La norme. Véridique. Voilà, c'est ça. Non. C'est ce que les Belges racontent sur Mais ils nous. ont un humour, les Belges. Le problème, c'est qu'on l'oublie, mais ils ont un humour fou, c'est vrai. Exactement. Allez, direction La Ciotat avec Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. On est très en retard, Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. On a voulu faire des blagues pour faire rire nos auditeurs. Et ben voilà. L'état de droit, vite fait, mon cher Jean-Pierre. Vite fait, je sais pas. Bien fait, je sais pas. C'est pas une blague. En tout cas, je considère que ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, c'est avant tout une excuse pour ne pas agir, pour ne pas faire.
et pour justifier le manque de courage dont sont dotés la plupart des politiques. Donc l'état de droit, c'est un état à géométrie variable, je le vois, puisque quand il s'agit de remettre en cause certaines normes sociétales, on n'hésite pas à aller contre l'état de droit. Mais par contre, dès qu'on veut bloquer quelque chose, on fait référence à l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui permettent de fonctionner, mais ces règles elles peuvent changer, le droit peut changer, le droit n'a cessé d'évoluer. Et lorsqu'il s'agit d'adapter le droit à la réalité, pour tenir compte des réalités, eh bien on invoque l'état de droit. Donc on y a droit, si j'ose dire, sans cesse depuis une quinzaine d'années, et c'est devenu le frein à main de toute action politique. Et ça ne va pas. On en parlera pendant notre grand débat du jour sur les positions de Bruno Retailleau. Ce sera l'occasion justement de répondre à Jean-Pierre et bien sûr de commenter cette actualité dans un instant. Les amis, avec que dit le procureur? Ils ont été à Bram. Non pas les serfs, mais les socialistes. Et ils ont dit des choses intéressantes. On en parle. En parlant des Bram-Bussard, vous mettez un bon élan à l'émission. Joli. Ah, c'est on bien. avait dit une blague. Vous nous avez pas regardé, on l'avait compris. Oui, ça y est, on appelle ça. C'était la gauche qui brame ce week-end. Allez, petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. On est ravis de vous accueilir avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Jean Dorido. J'ai eu le malheur dans l'intro de cette émission de demander à Philippe David une blague, et depuis il n'arrête pas de m'en faire. Et avec Jean Dorido, des trucs vraiment crades, inénarrables à l'antenne. Il va se limiter. Il va se limiter? Oui, il va se limiter. Non, ça c'est une injonction, Philippe David. C'est pas une injonction paradoxale. Exactement. Allez les amis, on vous souhaite la bienvenue. En tout cas, merci de votre fidélité. 0826 300 300 pour participer à l'émission. Aude vous attend avec de la joyeuseté, comme on dit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? On va parler d'Antoine Griezmann. Il ne jouera plus en bleu. Didier Deschamps salue un monument du football français. Marine Le Pen aussi qui se dit sereine à l'ouverture de l'audience sur les assistants parlementaires européens du RN. Et puis du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui vient d'arriver au Liban. Israël hausse le ton tandis que le Hezbollah dit continuer le combat malgré la mort de son chef. En 3 mots, ça donne monument, procès et combat. Allez, tout de suite, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Le Philippe procureur Bilger. qui nous emmène à Bram dans le département de l'Aude pour parler social-démocratie. En effet, à Bram, selon le Parisien, les opposants à Olivier Faure... Pardon, excusez-moi, je vous ai dérangé. Non, pas du tout. Ont montré leurs muscles et il y a quelque chose qui m'a intéressé de la part de François Hollande, c'est qu'il a affirmé vouloir emmener les autres membres du PS sur la ligne social-démocrate. Et j'espère qu'il réussira. J'ai l'impression tout de même que l'opposition à Olivier Faure devient de plus en plus solide et pertinente. Oui, alors moi, je n'ai pas du tout votre regard, parce que c'est vraiment la gauche qui brame. J'avais presque limite honte, en fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont été renvoyées de ce week-end. Pour moi, c'était terrible. Bernard Cazeneuve, François Hollande, beaucoup, mon frère. Vous pensez pour gagner? Non, c'est un rassemblement de présidentiables. Vous savez, maintenant, le nouveau gimmick pour être présidentiable à gauche, c'est de dire petit 1, Jean-Luc Mélenchon, bouh, cacaboudin, et petit 2, je vais gouverner dans la social-démocratie. Vous aviez ce tableau qui est même pas un tableau de famille avec des gens qui se détestent entre eux, je crois pouvoir bien les connaître, et qui se détestent ou qui se méprisent, avec aucun élément à part dire il faut reconquérir les classes populaires. Moi, mon sentiment, il faut faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on envoie. Ça fait plaisir au plateau de télé, mais vous bougez pas une voix avec ce type de rassemblement. Vous avez vu le public, je les connais tous, et les sections rurales du Parti Socialiste, il n'y avait aucune diversité, aucune jeunesse. Pour moi, franchement, Bram, fort ou pas fort, au-delà de ça, je vois ce rassemblement, je me dis, mamma mia, on n'a pas encore changé et soigné notre maladie infantile du Congrès. Le PS ne s'est parlé qu'à lui-même. Pour moi, Bram, c'était ça. Des socialistes qui se parlent entre eux pour essayer de gagner un Congrès dont on
se fout en plus, on se fout du congrès du Parti socialiste. Écoutez, paradoxalement, j'ai un peu de tendresse pour les vieux socialistes. Alors c'est vrai que c'est un peu un pléonasme à force. C'est vrai que Françoise a raison. Je me souviens quand j'étudiais pour ma thèse de psychologie à l'université, il y avait comme ça de union de socialistes. Oui. Mais merci de m'aider, c'est vrai que je ne suis pas ceinture noire de gauchisme. Moi aussi. Et donc c'est vrai que oui, ces gens-là se réunissent entre eux, ne parlent qu'entre eux, et c'est un fait que ça fait très longtemps que le lien avec la population a été coupé. Pour autant, on ne peut que saluer quand même la tentative de dégager un projet de société. Je crois que ce qui fait le succès aujourd'hui des partis les plus populaires en termes de nombre de voix, c'est-à-dire LFI et le RN, c'est qu'ils ont vraiment des projets de société qui inspirent manifestement leurs électeurs. Et c'est un fait que ce qui est vrai pour le Parti socialiste, c'est vrai aussi chez les Républicains. Ils sont difficilement lisibles, on ne sait pas tellement. La social-démocratie, c'est bien, ça me rappelle Philippe Seguin qui disait tout le temps que à l'époque, l'UMP et le PS étaient deux détaillants qui se fournissaient auprès du même grossiste, l'Europe. Je m'inscris en faux avec ce que vous dites d'abord. C'est un fait que. Mais non, le parti. Mais pas trop sérieusement, il faut arrêter ces contre-vérités. Le Parti socialiste a multiplié par 2 ses députés. Vous pouvez absolument pas dire que LFI domine. Le Parti socialiste a 68 députés, LFI en a 72. Ils ont doublé. Il faut arrêter. Ça, c'est des trucs qui sont répétés. Les gens savent parfaitement. La social-démocratie, elle existe. Elle est incarnée aujourd'hui. Est inaudible à gauche. Mais la preuve que non. Pour l'électeur lambda. Mais la preuve que non. Pour les plateaux. Que je suis, mais pour les plateaux, on s'en fout. Pour les plateaux, il est inaudible. Pour les électeurs, est-ce que sans cuisine interne, il y aurait autant de PS aujourd'hui? Mais de quelle cuisine interne? De quoi vous parlez? Des législatives. Mais est-ce qu'il y aurait autant de LFI et de Verts? Mais c'est pas un accord contre nature. Mais non, tu peux pas dire, c'est pas un accord contre nature. Nous, Front populaire, c'est un accord de gouvernement. Après, tu peux dire que Ciotti est en accord de contre nature avec le Rassemblement national. Enfin, c'est un accord politique, ça s'appelle. Et en l'occurrence, la gauche ne parle pas qu'à la gauche, puisque précisément Bram est en opposition avec une autre ligne de la gauche. Oui, mais moi je vous assure que vous pensez ce que vous voulez, vous verrez. Ce sera l'occasion d'un débat, ce sera intéressant en tout cas. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots Félix, qui sont monuments, procès et combat. Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale. Il ne jouera plus en équipe de France. Didier Deschamps salue un monument du football français. Marine Le Pen se dit sereine à l'ouverture du procès des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens du RN. L'ancienne candidate assure n'avoir violé aucune règle. Et puis le Hezbollah dit continuer le combat malgré la mort de son chef. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien hausse encore le ton face aux Iraniens. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre, vient de lancer Benyamin Netanyahou. Les vraies voix Sud Radio. C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Antoine Griezmann l'annonce par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 met fin à sa carrière internationale. À l'âge de 33 ans, il raccroche le maillot bleu en évoquant un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Didier Deschamps salue un monument du football français. Le sélectionneur des Bleus indique avoir longuement discuté de cette décision avec Antoine Griezmann. Il souligne son esprit collectif de tous les instants, un altruisme rare chez les joueurs offensifs, dit encore le coach de l'équipe de France. Bon, précisons quand même que Griezmann pour le moment joue toujours à l'Atlético de Madrid. Par ailleurs, on parle juste de sa carrière internationale. Je suis bien triste. Pardon. Je disais, je suis bien triste. Moi, je suis pas triste. J'aime beaucoup Griezmann, c'est un grand joueur. Mais l'une des raisons, à mon avis, de son départ, c'est probablement un contentieux larvé avec Kylian Mbappé, notamment pour le brassard. Oui, je suis comme Cécile. Moi, j'adore Griezmann. Je trouve qu'il a mené de la joie. C'est un feu follet. Je suis un peu en colère parce que Deschamps a laissé faire ça. Il l'a mis sur le banc. Et puis voilà, l'attitude de Kylian Mbappé est tout à fait de
plus en plus détestable. Je pense que Griezmann s'en va parce qu'il y a une humiliation sur le capitanat et puis il y a une dégradation de ses relations aussi avec Deschamps. C'est comme ça que je l'analyse. On n'arrête pas quand on a son talent. Je ne sais pas si vous voyez la saison qu'il est en train de faire à l'Atlético. Énorme. On n'arrête adulé par le public de l'Atlético. On n'arrête pas sa carrière à 33 ans pour ces raisons-là, pour des raisons qui n'en sont pas. Voilà. Il y a vraiment Mbappé, honnêtement, paiera ça. Le point de vue du psy, est-ce que quand on espère beaucoup le brassard de capitaine et qui vous glisse sous le nez comme ça brise ce qu'on appelle, je crois, le transfert en psychanalyse. Ouh là là, alors la psychanalyse, laissons-la là où elle est. Du point de vue du psy, beaucoup de gratitude pour ce joueur. Et puis, le combattre trop, c'est toujours un risque pour les sportifs. Et partir comme ça au sommet, ça ne manque pas de panache. Il n'y a pas de sommet là, pour l'équipe de France. C'est très courageux quand même. Ouais, c'est très courageux. Il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de sommet pour l'équipe de France. Elle ne va que de Karim Benzema. C'est bien. On vous entend pas. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. J'espère que c'était intéressant. Pas facile d'en placer. Allez, tout de suite. Le deuxième mot, procès, celui du Rassemblement national pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Marine Le Pen, jugée à partir d'aujourd'hui avec 24 autres membres du RN, soupçonnés d'avoir rémunéré avec des fonds européens des salariés du parti, autrement dit des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens, en réalité au service du Rassemblement national. Pour ça, les prévenus en cours, en théorie, jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Ça, c'est le maximum évidemment encouru. Mais en arrivant au tribunal de Paris, Marine Le Pen s'est dite sereine. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du Parlement européen. Marine Le Pen au micro AFP d'Arnaud Richard et de Greg Ozan. Est-ce que ça peut avoir des conséquences électorales, un procès pour une telle affaire, Philippe Bilger? Même si elle était condamnée, enfin, tout dépend à quoi. Je ne suis pas persuadé que les citoyens français soient très sensibles à la qualité morale ou immorale d'un politique. Et on verra bien, ça va durer 2 mois, mais quand je lis certains articles sur l'affaire, j'ai l'impression que la cause est entendue pour beaucoup de journalistes. François. Oui, je partage l'avis de Philippe. Mon sentiment est que c'est pas une entrave. Et puis attention quand même, la décision, si vous condamnez à de l'inéligibilité, d'abord c'est très long, l'appel n'est pas suspensif, je crois. C'est extrêmement long. Vous pouvez arriver sur un calendrier de 2027. Il faut quand même une sacrée responsabilité pour les juges de mettre hors jeu par la justice une personnalité comme Marine Le Pen. Donc je trouve que tout est biaisé. Donc je pense que, à mon avis, ça n'ira pas très loin. C'est ce que je crois. C'est peut-être le terme en fait de la dédiabolisation. Finalement, le Rassemblement national, avec cette affaire, il se normalise encore davantage. Tous les partis politiques vraiment implantés, ils ont leur lot de casseroles. Et ma foi, voilà, ils ont beaucoup d'élus, ils ont beaucoup d'assistants parlementaires. Donc forcément, ça leur tombe dessus. On verra bien ce que la justice décide dans 2 mois. Troisième mot, combat, ceux qui se poursuivent au Liban. Le numéro 2 du Hezbollah affirme qu'il va poursuivre sa lutte contre Israël en soutien à Gaza. Ce sont ses mots. L'organisation se dit prête à affronter une éventuelle opération terrestre israélienne au Liban malgré la mort de son chef. Après le numéro 1 du Hezbollah, le chef de la branche libanaise du Hamas vient également d'être tué dans une frappe, indique l'organisation. Annonce après laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'adresser ce message solennel aux Iraniens. Chaque jour, vous voyez un régime qui vous subjugue, qui fait des discours enflammés sur la défense du Liban, la défense de Gaza. Pourtant, chaque jour, ce régime plonge notre religion plus profondément dans l'obscurité et plus profondément dans la guerre. Chaque jour, ces marionnettes sont éliminées. Demandez à Mohamed Deif, demandez à Hassan Nasrallah. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre. Il n'y a aucun endroit où nous n'irons pas pour protéger notre peuple et notre pays. Benjamin Netanyahou avec Gauthier Ramon pour la traduction. Pendant ce temps, le ministre français des Affaires étrangères vient d'arriver à Beyrouth. Jean-Noël Barrot appelle Israël à ne pas lancer d'incursion terrestre sur le Liban. Philippe Bilger. Il y a une terrible alternative à la fois en ce qui me concerne. J'admire le ciblage extraordinaire et précis d'Israël qui liquide tous ceux qu'ils ont décidé de liquider, mais la solution politique s'éloigne de plus en plus. Je ne sais pas si elle s'éloigne
s'éloigne, mais en tout cas, on est quasiment à l'anniversaire du 7 octobre et on peut dire qu'en un an, les Israéliens ont éliminé quasiment tous les cerveaux. Il reste bien sûr le cerveau iranien. Moi, je suis assez frappé de voir quand même la non-réaction de la France, de voir Jean-Luc Mélenchon qui reprend les éléments de langage quasiment de l'Iran. Honnêtement, il a parlé d'assassinat. Les Israéliens font œuvre utile pour nous tous, c'est ce que je veux dire. C'est quand même incroyable. Ils sont en train d'éliminer, vraiment, ils sont en train d'éliminer un par un les causes de gens qui... Pardon. Oui, non, j'ai tendance à rejoindre Françoise et Philippe. C'est vrai qu'il y a quand même cette présence, la présence occidentale au Moyen-Orient, c'est Israël, et ils font un travail assez salutaire contre le terrorisme, en réalité. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouvera pour l'info en plus après 18h. Les positions de Bruno Retailleau sur l'immigration ont suscité la controverse entre soutien et critique. Ces déclarations risquent de secouer l'équilibre politique, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que Retailleau ne dit pas tout ce qu'une majorité de Français pensent? Est-ce une tentative de remake de 2007 lorsque Nicolas Sarkozy avait ponctionné l'électorat FN? Comme Nicolas Sarkozy, soutenez-vous les positions de Bruno Retailleau? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Jean Petot est avec nous, politologue. Merci. Bonsoir Jean Petot. Est-ce que les propos de Bruno Retailleau sont de la com en fait? En tous les cas, c'est un cas d'école, si je puis dire, très intéressant du point de vue des concepts qui sont ainsi mobilisés. On y reviendra certainement. Oui, absolument. Dans un instant, il connaît le principe de la réponse courte. Allez, petite pause. À tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes de retour après une petite pause, voilà, avec le micro c'est beaucoup mieux et puisque on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h, vous avez réclamé à corps et à cri Philippe David, donc du coup il est là, ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Ouais, c'est fou, c'est en pleine forme comme toujours. C'est fou, c'est fan hystérique là devant la radio dès que vous arrivez, c'est dingue. Ah bon, par rapport à Philippe Bilger, c'est rien. Ouais, c'est fou. C'est vrai, il en a. Incroyable, incroyable. Que nenni. Elle se l'arrache. Mais non, c'est vrai. Mais oui, mais elles ont 75 ans. Je comprends pas qu'il arrive pour les plus jeunes. Qu'il n'arrive pas des poitraillés. Je vous en prie. Et je peux vous assurer qu'à 75 ans, on a du goût. On a du goût. On a vécu et on sait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est bien de le dire. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous ne sommes qu'au début de la crise migratoire. L'immigration n'est plus une chance pour la France. Monsieur Retailleau a dit beaucoup de choses et dans l'ensemble, je soutiens Monsieur Retailleau. Et il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Je dirais que l'immigration est un problème. Il faut arrêter le chaos migratoire qui mènera sinon à une guerre civile. Mais une autre hypocrisie, c'est l'hypocrisie d'une gauche qui a transformé le débat sur l'immigration en un débat de posture et jamais de solution. L'immigration n'est pas une chance pour la France, lance Bruno Retailleau qui regrette de ne pas de pouvoir faire de référendum sur le sujet. L'état de droit n'est pas intangible, ajoute le ministre de l'Intérieur, alors que Nicolas Sarkozy lui apporte son soutien. Ces déclarations qui provoquent quand même la consternation de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors parlons vrai, est-ce que les positions de Retailleau vont créer une scission au sein de la majorité, je mets des guillemets à majorité, très relative avec les macronistes, surtout les macronistes de gauche qui sont vent debout? Est-ce de bonne aloi à la veille du discours de politique générale de Michel Barnier? Et à cette question, comme Nicolas Sarkozy, soutenez-vous les positions de Bruno Retailleau? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre politologue presque préféré, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être très bien fourni, Jean Petot est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Philippe Bilger, vous qui appréciez beaucoup Bruno Retailleau. Absolument, Cécile. Si vous me le permettez, je vais procéder de manière très laconique sur 3-4 points, parce que je pourrais être intarissable là-dessus. Premier point, j'approuve absolument ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, et ça n'est pas fréquent chez moi. Deuxième élément, lorsque vous posez cette question à Jean Petot, c'est de la com, je me permets d'indiquer que Bruno Retailleau a toujours pensé ce qu'il a dit. Par
conséquent, il n'y a pas là une stratégie ou une tactique qui vise à surfer sur l'opinion publique. Troisième élément, j'approuve totalement ce qu'a dit Bruno Retailleau, et très immodestement, je me permets de le dire parce que je l'ai toujours pensé. Quatrième élément, j'ai presque fini, j'aime énormément le fait qu'ils disent que l'état de droit, ça n'est pas uniquement la défense des transgresseurs. Il faut imaginer un état de droit qui deviendrait également une sauvegarde pour la majorité des honnêtes gens. Et dernier élément, j'aime énormément ce qu'a dit Bruno Retailleau, pas hier, mais avant-hier, lorsqu'il dit la majorité parlementaire est ce qu'elle est, mais il est important pour moi d'être défendu par une majorité nationale. Françoise. Oui, évidemment, je m'inscris complètement en faux. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se fracturer définitivement. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur raconte droit dans les yeux que l'état de droit est intangible. Je veux bien qu'on considère que l'état de droit, c'est un hocher, un mot comme ça, qu'on sort comme ça. Non, n'est pas intangible. Non, n'est pas intangible. Vous avez dit n'est pas intangible. Je veux bien dans le débat public, ça devient la tarte à la crème. L'état de droit, c'est ce qui constitue évidemment la protection de tous, et pas simplement dans l'esprit de Retailleau des racailles et des immigrés. Cette interview est honteuse de A jusqu'à Z, et je note que ça n'est pas du tout les macronistes de gauche qui se révoltent. Gérald Brun-Pivet ne vient pas du tout de la gauche, et je pense qu'à partir du moment où la présidente de l'Assemblée nationale intervient comme ça, c'est que c'est Emmanuel Macron derrière qui tousse. Emmanuel Macron fait savoir à tout le monde depuis hier qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Bruno Retailleau. Donc évidemment qu'il ne peut pas rentrer directement dans une cohabitation de match de boxe, Emmanuel Macron, mais la réalité, si vous voulez, c'est que c'est tout à fait indigne. Et il met en plus de ça Barnier, je vais vite parce que Bilger a fait une 32 tout à l'heure, j'ai compté. Donc je regarde parce que j'en ai marre des fantasmes, si je parle de trop, il dit pas assez. Et dernier point, je veux dire qu'il met en plus Barnier dans une situation extrêmement délicate à la veille d'un discours de politique générale. Voilà. Jean Dorido. Alors, sur Bruno Retailleau, je dirais qui trop embrasse mal étreint. Ça fait quand même très très longtemps que la droite fait le coup, la droite parlementaire républicaine par opposition au Rassemblement national qui serait d'extrême droite. Vous avez évoqué effectivement Nicolas Sarkozy qui quand même se fait élire en 2007 avec comme patron idéologique de sa campagne Patrick Buisson, qui était quand même un héros à ULT de l'extrême droite française. Il se fait élire, effectivement, il siphonne les voix du Rassemblement national, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il supprime la double peine, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est élu en 2007. Il l'avait supprimé avant, quand il était ministre de l'Intérieur. Il avait déjà... C'était juste avant. Alors j'aurais tendance, là, vérifions, parce que j'aurais tendance à dire que dès qu'il a été élu président de la République... Non, c'est quand il est ministre de l'Intérieur, il fait de la triangulation, ça s'appelle en politique. On vous entend pas. Bref, toutefois, Bruno Retailleau donc fait Laurent Wauquiez a tenté de refaire la blague, justement, de recommencer. Il n'a pas réussi. On va voir, en fait, l'avenir va nous dire si Bruno Retailleau réussit précisément avec ce discours extrêmement hard, extrêmement musclé, à séduire un électorat qui, pour le moment, manifestement, vote pour le Rassemblement national et plus pour les Républicains depuis très longtemps. Jean Petot, vous êtes notre politologue quasi préféré pour citer Cécile de Ménibus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à 2 jours du discours de politique générale, puisque c'était hier et que ce sera demain, ça ne risque pas de faire imploser ce que j'appellerais une minorité relative ? Oui. Non, je ne pense pas. Ça me semble trop tôt pour comme on dit, balancer la grenade dans la soupière et arroser un peu tout le monde. Je parlais de cas d'école tout à l'heure. Votre échange, l'échange qui vient d'avoir lieu, le montre assez bien, parce que d'une certaine façon, on retrouve là du clivage, réellement. Alors là, on n'est plus du tout dans le en même temps, un peu mi-chèvre, mi-chou qu'on a pu connaître avec un certain macronisme. Je dis bien un certain macronisme. Non, là, Retailleau, je continue ma métaphore culinaire et repas de famille, il met les pieds dans le plat et il dit, je donne totalement acte à Philippe Bilger, il dit ce qu'il pense depuis très longtemps, et quand on est un Vendéen pur sucre comme Retailleau, on va estimer que l'immigration n'apporte rien de bon, parce que si vous voulez, depuis la chouannerie,
et la Vendée militaire, la Vendée est un peu, je veux dire, concentrée sur elle-même, même si c'est par ailleurs un département au dynamisme économique assez remarquable. Ce que je veux dire, c'est que en faisant ce qu'il a fait, Bruno Retailleau revient, et c'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy le soutient. Il revient sur la stratégie qui est effectivement celle de Sarkozy dans les années 2000-2007. C'est-à-dire un discours très dur et la volonté de reprendre des parts de marché qui ont été récupérées par le Rassemblement national. On est dans de la vraie tactique politique, là où c'est beaucoup plus compliqué à mon sens. C'est quand on se met à agiter des concepts, des réflexions comme l'état de droit n'est pas intangible. Oui. Je parle encore sous le contrôle d'un excellent magistrat qui a été Philippe Bilger. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est qu'un État? C'est un État qui est un État qui est un État de droit. Sinon, c'est la porte ouverte, comme on dit, à tous les abus. Vous connaissez la phrase de Camus, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Camus dit, un homme, c'est quelqu'un qui s'empêche. Je veux dire, dans le contexte où on voit un certain nombre de comportements machos, on a envie de dire, reprenez la phrase de Camus, un certain nombre de gens et d'hommes. Hein, un homme, c'est quelqu'un qui s'empêche, dit Camus. Eh bien, un État, c'est aussi une structure qui doit s'empêcher. Sinon, ça devient, comme dit Nietzsche, le plus froid de tous les monstres froids. Philippe Bilger, Camus et Nietzsche dans la même phrase, ça vaut le haut directement. Non, mais d'une part, je ne suis pas persuadé, contrairement à ce que j'ai cru comprendre de votre part, Jean Dorido, que ça, ou de la part de Françoise, que ça va créer des problèmes à Michel Barnier. C'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que Bruno Retailleau va permettre à Michel Barnier d'aborder le thème fondamental de son discours, mais d'une manière plus attiédie, plus adoucie. Deuxième élément, au risque évidemment de contredire l'éminente intelligence de Jean Petot, et je le dis sans ironie, contrairement à d'autres fois, eh bien, je crois qu'on a tout à fait le droit, compte tenu des circonstances et du climat d'aujourd'hui, non pas de vouloir évidemment éradiquer l'état de droit, mais de le considérer comme adaptable dans une part de sa structure à des événements qui, évidemment, n'ont plus rien à voir avec un discours conventionnel. Et voilà. Mais non, mais l'adaptation de l'état de droit, par définition, c'est ça le drame. On n'adapte pas l'état de droit. Bien sûr que le droit évolue, mais la différence entre le droit qui évolue et l'état de droit, c'est une différence majeure. Comment, en tant que juriste, en tant qu'avocat général, vous pouvez, je sais que vous aimez beaucoup Bruno Retailleau, comment vous pouvez accepter cette phrase dans la bouche du ministre de l'Intérieur? Nous sommes, laissez-moi finir s'il vous plaît, nous sommes dans un moment totalement de fracture totale. Nous sommes dans une France qui est cul par-dessus tête. Vous avez un monsieur qui arrive, inconnu au bataillon, personnalité, petite vedette de la politique, qui en peu doctement derrière son bureau vous dit l'immigration n'est pas une chance. C'est délirant. Mais laissez-moi finir. Oui. Allez donc dire ça à tous les étudiants. Allez donc dire ça. Je termine, Philippe, soyez sympa. Oui. Allez donc dire ça à tous les gens qui bossent et qui sont immigrés en France. Allez donc dire ça dans les hôtels, les restaurants et dans les facs. Deuxièmement, et qui vous explique, c'est pas intangible. Excusez-moi de vous le dire. Ce qui s'est passé est une fracture et c'est terrible et je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ça emmerde Barnier profondément. Allez, 0826 300 300. Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre voulait réagir. De La Ciotat. Oui. Oui, c'est toujours passionnant d'entendre ça. En fait, sous la terreur, il y avait aussi un état de droit. Hein. On en a changé. Donc, je pense qu'on peut changer les règles. Et Françoise, vous allez me laisser finir aussi, peut-être. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est gentil. Donc, je pense qu'on peut changer certaines choses qui ne constituent pas réellement le fond de l'état de droit. La Constitution, c'est une chose. Les lois multiples et variées, le temps d'une garde à vue, le temps de rétention de quelqu'un qui est sous une QTF, ça peut se bouger, hein. C'est pas l'état de droit, c'est des simples règles, ça doit bouger. Et puis pour rebondir sur ce qu'a dit M. Retailleau, moi qui suis une représentation physique de la France coloniale, très très franchement, je suis 1000% d'accord avec lui.
Il faut arrêter l'immigration. Ils parlent comme 85% des Français, et ça, il faudrait l'entendre. Moi, ça fait 30 ans que je me balade dans la France entière, dans les campagnes et dans les villes, dans des objectifs commerciaux, et je peux vous dire qu'il n'y a pas une fois dans un bar ou dans un restaurant, j'ai entendu quelqu'un dire, vous savez, la France, oh là là, quelle chance, on a l'immigration. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Oui. Et laissez-moi vous dire que si on continue comme ça, Madame Debois et quelques autres qui pensent comme vous, là, pour le coup, on va passer par-dessus tête. C'est moi qui l'interpelle. On va peut-être même se retrouver armes à la main. Je vous entends, je vous entends. Je vais court. Comme disait quelqu'un de gauche que vous avez bien connu et qui est parti il n'y a pas longtemps, qui a été ministre de l'Intérieur, il a dit, je crains que bientôt on ne soit face à face. Non mais j'entends Gérard Collomb. D'abord, nous ne sommes pas quelques-uns, il y a au moins 2 tiers. Oui. Non, ça fait déjà 7 millions de voix et ça fait déjà à peu près 2 tiers des Français qui ont dit non justement. Excusez-moi de vous le dire, il y a 2 tiers, mais écoutez, arrêtez avec ça. Écoutez, je vous le dis, vous repartez dans le délire en pensant que l'immigration est le sujet majeur des Français. C'est une erreur. Il y en a marre. Allez, Françoise. Madame de Gaulle, ce qui serait super, c'est que quand on n'est pas d'accord avec vous, et regardez comment vous parlez. Mais soyez sympa. Mais c'est pas. Moi aussi je vous argumente. Mais moi aussi je vous argumente. Jean-Pierre. Moi aussi j'argumente. Moi aussi j'argumente. Jean-Pierre. Non mais j'aime bien Jean-Pierre quand même. Peut-être pour mettre d'accord Jean-Pierre et Françoise, c'est à chacun de penser dans son fort intérieur si l'immigration est une chance pour la France ou pas. Françoise parle des étudiants, j'ai la conviction que les étudiants qui viennent étudier en France, c'est une chance pour eux, c'est une chance pour un étudiant de venir étudier à Polytechnique, dans les grandes universités françaises, tout comme quand un Français part à Stanford, c'est une chance pour lui d'aller étudier aux USA. Je pense qu'il faut quand même renverser le stigmate, c'est quand même les personnes qui se rendent à l'étranger, c'est une chance pour elles d'aller plus que même une Vraiment vous parlez de l'exception, c'est-à-dire de l'étudiant qui va à Stanford ou de lui qui est excellentissime en France. Mais c'est pas ça, c'est pas la norme, c'est une exception. C'est aussi les gens qui bossent en cuisine. Françoise, relancez pas, je vous en prie. Et les clandestins qu'on voit, c'est pas des étudiants qui vont à Stanford. Non mais ça, je suis d'accord avec ce que vous dites. Excusez-moi, on va pas faire un débat sur ça. Jean Petot, pardon. Oui, Jean-Pierre, restez avec nous. Jean Petot, est-ce que quand Michel Barnier dit il faut de la fermeté et de l'humanité, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça que veut rétablir Retailleau? C'est un peu ça, Cécile, vous avez raison. Il y a un côté un peu bad cop, effectivement, comme on dit trivialement chez Retailleau, qui est dans le rôle du flic. Et parce que effectivement, il est ministre de l'Intérieur et il joue la sévérité et la sécurité et l'autorité. Et il advient peut-être à Michel Barnier, peut-être demain, d'arrondir les angles dans son discours de politique générale et de dire on va essayer de concilier ce que vous venez de rappeler, Cécile, très bien, c'est-à-dire la fermeté et l'humanité. Parce que quelque part, c'est aussi le rôle d'un Premier ministre qui se situe forcément un peu dans une situation d'intersection par rapport aux différents courants, comme l'a très bien dit Philippe David tout à l'heure, de sa minorité. Un mot sur Macron, ce que je trouve assez intéressant, c'est que là, pour le coup, si Emmanuel Macron voulait montrer qu'il y avait une cohabitation ou participer d'une cohabitation, là, c'est pain béni pour lui, parce qu'il peut tout à fait se retrouver dans la situation d'un François Mitterrand qui de temps en temps faisait les gros yeux lorsque Jacques Chirac allait trop loin entre 86 et 88 ou soutenait les étudiants qui manifestaient contre la réforme de Vaquet. Voilà, et maintenant Emmanuel Macron va pouvoir se refaire une santé à peu de frais et assez vite. Et d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, c'est Macron et Borne aussi, je vous le confirme. Philippe. Mais non, la faiblesse d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que précisément, il n'est pas dans une cohabitation. Allez, merci beaucoup. Merci mille fois Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre, vous restez avec nous? Parce que là, il faut que vous gagniez face à François. Oui. Non, mais il va gagner, je suis sûr. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. Vous restez avec nous, Jean-Pierre. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Jean Petot. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec le qui c'est qui l'a dit.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En ce jour de lundi, on est ravis de vous retrouver. Dernier jour de septembre. Ça s'arrose. C'est le dernier jour. Ça va vite. Demain, il y a deux choses importantes. Oui. D'abord, les vraies voix. Absolument. Et en dessous, il y a le discours de politique générale. C'est pas faux. D'accord. Ah oui, c'est bien de placer les vraies voix en premier. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Françoise Degois est avec nous, Jean Dorido et Jean-Pierre qui est avec nous. Jean-Pierre. Notre ami. J'adore. Jean-Pierre, comme le veut la tradition, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer à qui c'est qui l'a dit, c'est bien ça? Et ben voilà. C'est bien. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc, ce qui c'est qui l'a dit, quiz de l'actu, on ne sait même plus comment ça s'appelle, ce truc. Et un point pour vous, Jean-Pierre, si vous répondez correctement à la question, sachant que c'est d'abord l'auditeur qui répond, mon cher Jean Dorido. J'ai rien dit encore. On dit rien, nous. Non, mais je repréviens. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont des milices chiites en Irak, des Houthis au Yémen, et c'est le grand leader iranien. Jean-Pierre. Qui a dit ça? Mélenchon? Non. Dominique de Villepin. Bonne réponse de Françoise Degois. Une connerie de plus de Dominique de Villepin, si je puis me permettre. Mais là, il a sombré. J'ai regardé la vidéo. On l'a perdu corps et âme. On a perdu authentique. Ah bah oui, j'ai vu la vidéo. Mais moi, je pensais que c'était un fake. C'est qui l'a dit toujours à un point? On démarre diesel. Bah, dis donc. En France, dès que quelqu'un veut faire quelque chose sur les migrations, il est accusé d'être entre Hitler et Laval. Jean-Pierre. Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Jean-Pierre. Question, qui c'est qui l'a dit, 2 points. On n'est pas là pour casser la 5e République. On n'est pas là pour ajouter de la violence et du chaos à la violence et au chaos. Jean-Pierre. Pourquoi vous faites l'accent? Non. Il y a le bande privé? Non. Il y a le bande privé? Même parti que Chenu. Chenu. Jacobelli. Bonne réponse. Laurent Jacobelli. 2 points pour Françoise Degois. Allez, Jean-Pierre, te laisse pas faire par la gauchiste, là. Qui l'a dit à 3 points? Mon poteau. Faire évoluer les lois, oui. En revanche, il ne faut pas toucher aux lois fondamentales. J'étais assez inquiète hier quand j'ai vu les déclarations du ministre de l'Intérieur. C'est une femme. Braun Pivet. Bonne réponse de Jean-Pierre qui repasse il est devant fort, Françoise Jean-Pierre. Bien. Bien sûr. Hein. Il est très bon. Il est très fort. Allez, Jean-Pierre. Question, qui c'est qui l'a dit, 3 points. Le ministère de l'Intérieur n'a pas à se reprocher dans l'affaire. Non, n'a rien à se reprocher dans l'affaire du meurtre ignoble de Philippines. Jean-Pierre. J'aurais encore dit Nicolas Sarkozy, mais non. Gérald Darmanin. Bonne réponse de Françoise Degois qui repasse devant. Alors Jean-Pierre, la gauchiste est devant. Un petit effort, mon petit bonhomme. Vas-y. Mon petit bonhomme. J'adore les gens avec qui je m'engueule, c'est ceux que je préfère en fait. Qui c'est qui l'a dit, Jean-Pierre, à 3 points? Nous avons considéré que nous allions laisser le Premier ministre s'installer, nous présenter ses grandes directives budgétaires pour le pays, sa ligne politique, et nous verrons si nous voterons le budget. Nous attendons de voir. Chenu. Bonne réponse. Jean-Pierre, festival. On est à combien là? 7, Jean-Pierre, 6 vous, et Jean Dorido et Philippe Bilger aux abonnés absents. C'est un duel. Jean-Pierre, c'est super. Incroyable. Allez, question, qui c'est qui l'a dit, 3 points. Que la France reconnaisse un État palestinien serait le bon moment parce que Israël vient de gagner cette bataille. Jean-Pierre. Alors, c'est un eurodéputé qui a été longtemps chroniqueur radio. Oh là là. Et il a un frère DJ. Ah bah c'est Bernard Guetta. Bonne réponse de Françoise Degois, Bernard Guetta. Ah bah oui. Allez. Est-ce que je repasse devant? Bah oui, d'un point. C'est vraiment son frère, hein, je crois. Oui, c'est son demi-frère. Non, c'est son demi-frère. C'est son demi-frère. Philippe. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le parti Renaissance sera en soutien, mais il a aussi sa liberté. Jean-Pierre. J'ai oublié. Gabriel Attal. Non. C'est une femme. C'est une femme. Ah bah c'est Agnès Pannier-Runacher. Non. Non. C'est Album Privé. Non. Non. C'est une femme qui a... Astrid Panossian. Non. Astrid Panossian. Non, elle a exercé de hautes fonctions. Oui, mais c'est sûr. Ça. Non. Elisabeth Borne. Bonne réponse de Françoise Degois. Attention, elle creuse la vie. Elle a fait le break, là. La dernière. Qui c'est qui l'a dit, 2 points. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche pour 2027. Jean-Pierre.
Bonne réponse. Le Jean-Pierre. Allez, une petite dernière. Attends, ou mais pas on est à combien là? Attendez. 12 à 9. Allez, une dernière, mais à 1 point. Il peut pas réégaliser. C'est qui l'a dit? Rien ne m'empêchera de me présenter à l'élection présidentielle. Jean-Pierre. C'est facile. Hein. Oh là là, ça peut être que Mélenchon. Non. Édouard Philippe? Non. Bah non. Mais rien ne m'empêchera de me présenter. Mais Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen. Et ben alors, Jean-Pierre, mon Je crois petit bouchon. que c'est la première fois ou presque on a deux vraies voix qui sont Fanny, Philippe Bilger et Jean Dorido qui ont rivalisé dans la médiocrité. Non, mais on n'a même pas parlé. On les a regardés faire, on a admiré le beau jeu. Jean-Pierre, un petit... Vous savez, dans ce domaine comme dans d'autres, la rapidité n'est pas un gage de qualité. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui partent les premiers. Merci Jean-Pierre de le rappeler. Et François, je suis une première. Hein. Ah, moi je suis ravi, Jean-Pierre, je vous adore. En plus, j'adore La Ciotat. J'adore cette ville. C'est une ville ouvrière avec un grand passé, très belle en plus, c'est magnifique. Eh ben moi j'ai adoré Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Grand plaisir. Venez quand vous vouliez. Vous avez votre plage avec votre nom là autour de la table. Quand vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Le journal, la météo, le coup de gueule de Philippe David. Il va gueuler sur quoi, Philippe David? Je vais parler d'indécence. Et c'est dans un instant. Petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, dans ces débats nourris. On aime ça quand ça débat, quand ça parle. On n'est jamais d'accord et si ça peut vous donner envie de nous appeler au 0826 300 pour faire comme la plupart de nos auditeurs, débattre avec l'un de nos éditorialistes, vous êtes forcément les bienvenus. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Jean Dorido. Ça va la petite famille? Très bien. Voilà. Avec un Philippe David au taquet. Mais comme vous. Mais c'était bien le week-end. On a bien mangé. C'était très bien, oui, moi, chère Cécile. Des cooks au chocolat, vous m'avez appris, comme on disait, un pain au chocolat. Des cooks, c'était bon. Hein. Ouais, c'était bon. J'en ai même ramené, vous savez, des spéculoos et tout ce qui va bien. Il me fait rire, c'est pas pourquoi il me fait rire. Allez, tous les jours, vous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300 et du coup, on écoute. Bonjour Chantal à Maubourguet. Les réductions des dépenses, bah oui, la droite ils savent dire ça, hein. Ils savent dire c'est les dépenses sociales qui coûtent cher, c'est etc. Les cabinets conseils américains, anglais, etc. Ça c'est une réduction de dépenses à mon avis dont on ne peut pas se passer. Ah bah, c'est assez rare d'entendre quelqu'un dire qu'on ne peut pas se passer des cabinets de conseil. Mais c'est un second degré, je pense, franchement. C'est du second degré, oui, on a compris. Mais c'est terrible, on peut s'en passer probablement. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, j'avais regretté que l'excellent ministre qu'avait été Blanquer avait tout de même fait appel à ces cabinets, alors qu'on a dans l'administration française des gens suffisamment compétents pour faire les rapports qu'on demandait à d'autres. Ouais, Françoise Degois. Oui, c'est du second degré. Beaucoup d'humour. Et elle est des Hautes-Pyrénées, de Maubourguet en plus. Bien sûr, c'est de chez moi, donc vive les Hauts-Pyrénéens. Il y a Antoine Dupont, bien sûr, qui est Hauts-Pyrénéen. Je rappelle quand même, on a quand même beaucoup de gens merveilleux. Et puis il y a nous deux, hein, Philippe et moi. David, bien sûr. Et vous êtes dans les gens merveilleux parce que c'est important. Bien sûr, nous sommes des gens exceptionnels. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis moi, j'adore le pied de l'histoire de la droite qui va passer sa vie à taper sur cette gauche dispendieuse qui sait pas gérer, qui va se retrouver dans l'obligation d'augmenter les impôts. Ça me fait beaucoup rire, en fait, pardonnez-moi, mais ça me fait sourire. J'adore cette idée. Je crois que notre auditrice, les ordres de grandeur ne sont pas comparables. Il y a une dépense publique en France qui est absolument colossale. Est-ce que l'argent est bien employé? C'est loin d'être certain. Les cabinets de conseil, c'est certes discutable, pour autant, en termes d'échelle de grandeur, ce n'est rien. Et c'est quand même important qu'il y ait des tiers, qui soient des tiers de qualité, qui aient quand même une certaine hauteur de vue, qui puissent aussi offrir leurs services même au gouvernement. Ce n'est pas si choquant sur le fond. Et puis ça s'est toujours fait. Ça sort de temps en temps. Ça s'est toujours fait en réalité, bien sûr. Mais oui, on a besoin de pas conseils. Dans ces préparations-là, non. Enfin, McKinsey, je ne sais pas si vous avez vu quand même la réalité de McKinsey. Le problème est là, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé gratuitement. Des patrons et de la famille de Monsieur Fabius, je crois. Non, pas du tout. Non, c'est faux ce que vous racontez. C'est absolument faux. Le fils de Laurent Fabius n'est pas un des patrons. C'est un cadre
cadre de McKinsey, mais c'est pas un des patrons. C'est du partnership. Quand on est partenaire chez McKinsey, on est est-ce que je peux finir? Soyez sympa. Vous avez, c'est insupportable à la fin. Vous avez quand même une boîte qui a travaillé gratuitement pour Emmanuel Macron en 2017 pour faire gagner sa campagne. Et le renvoi d'ascenseur est évident. Je prends tous les contrats, mais on n'est pas sur 20 millions d'euros. On est sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc, écoutez, c'est pas un scandale d'État, mais jamais dans ces proportions, ça n'a été fait. Pardon. Eh bien, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David après celui de Françoise de Goix, qui n'était pas prévu. Ce n'est pas le but. Non. De quoi parle-t-on, François? On va parler d'indécence. Indécence. Très bien. Eh bien, on en parle dans un instant. Petite pause. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très bien accompagné aujourd'hui, bien sûr, Philippe Bilger, Françoise de Goix, avec Jean Dorido. Oui, ça fait plaisir, Cécile. Je le dis surtout pour Philippe Bilger. Pourquoi êtes-vous si méchante? Si ça pouvait être vrai. Incroyable. C'est comme la pub Orangina. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Aujourd'hui, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui pourrait s'appeler Indécence. Pourquoi Indécence? Parce que selon Larousse, l'indécence est, entre autres définitions, le caractère de ce qui choque par son côté inopportun, ostentatoire, déplacé. Et ce week-end, l'indécence a dépassé toutes les limites qu'on pouvait imaginer suite au viol et au meurtre de Philippine. À Sciences Po Paris, des photos de la jeune fille ont été arrachées, tandis qu'à Vienne, dans l'Isère, une minute de silence à laquelle participait la députée siottiste Hanan Mansouri a été profanée au cri de « Siamo tutti antifascisti ». Ainsi donc, à Sciences Po Paris, Philippine a eu le même destin que les otages israéliens du 7 octobre, l'interdiction de citer et la négation d'être une victime. À Vienne, le niveau de connerie était tellement stratosphérique qu'on a appris qu'être violé et tué par une personne récidiviste et sous OQTF faisait d'elle, pour certains, une fasciste. Il est intéressant de voir que parmi les personnes qui se sont comportées ainsi, se trouvent plusieurs candidats aux élections européennes et législatives sous les couleurs de LFI et de ELV. Pire, certains sont enseignants, ce qui fait peur quand on imagine ce qu'ils peuvent apprendre à nos enfants. Aucun tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a préféré parler sur Twitter de l'assassinat de Nasrallah, chacun ses priorités, chacun ses victimes, ni de Sandrine Rousseau, pourtant toujours prête à hurler contre les violences faites aux femmes et qui voit du masculinisme toxique partout ou presque. Comme disait un homme de gauche, Jean-Paul Sartre, la honte, ça passe quand la vie est longue. Philippe Bilger. Je vous approuve totalement. Moi, j'ai été scandalisé par les affiches qui rendaient hommage à Philippine, qui ont été arrachées, si je me souviens bien, dans les facs de Lyon et dans les facs à Grenoble. C'est vraiment, j'allais dire, c'est innommable, mais chaque jour apportera son lot d'ignominie. Donc, je m'économise, si je veux dire. Oui. Alors moi, j'irai plus loin. Je pense que non seulement c'est indécent, mais c'est vraiment obscène. Parce que l'obscénité, pour moi, c'est l'indécence avec quelque chose d'une vulgarité, d'une noirceur qui est inimaginable. Alors, je sais très bien qu'il y a aussi un instinct presque grégaire des étudiants et que peut-être que les mômes, par exemple, en octobre, qu'on a vu arracher les affiches des otages, si on les prend un an après, c'est plus tout à fait peut-être les mêmes. Peut-être que eux-mêmes regrettent parce que voilà. Mais il y a un chemin, voilà, qu'on fait quand on est jeune, quand on a 20, 21 ans, on évolue. Mais quel que soit Siamo tutti antifascisti, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que viennent faire là ces slogans. C'est à vomir, voilà, ça ne m'intéresse pas en fait. Jean Dorido. Oui, alors je rejoins mes deux camarades. Alors, et pour le coup, c'est vrai que j'aurais tendance à ne pas mettre les deux attitudes sur le même plan. Je rejoins un peu Françoise, les étudiants, bien sûr, parfois sont bêtes de façon abyssale. L'idéologie leur fait perdre la raison. Je trouve beaucoup plus grave ce qui s'est passé à Vienne parce que ce sont des adultes et vraiment profaner la mémoire de cette jeune femme philippine. C'était même, je crois, proche du jour de ses funérailles. C'est vraiment, je vais employer un mot pour rejoindre l'obscénité qu'évoque Françoise, c'est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est sale, quoi, tu vois, c'est sale moralement, c'est sale. Je fais de la boue, je l'utilise et j'espère faire quoi avec cette boue. On ne sait pas qu'est-ce qui est recherché. Qu'est-ce qui est recherché dans ce type de comportement? Qu'est-ce qu'on recherche? Que recherchent des élus dans
dans ce type de comportement. C'est des candidats. Ces candidats, que veulent-ils dénoncer exactement? Ils veulent dénoncer le fait que on parle trop des OQTF, mais la réalité de ce problème n'est pas le fait que c'est un Marocain ou pas. C'est un problème. La réalité, c'est le viol et le fait que cet homme le viol et le fait que cet homme ait été relâché parce qu'on considère que le viol, au fond, s'il avait commis un acte terroriste, eh bien, on l'aurait pas relâché peut-être aussi vite. Donc, on sous-estime la gravité de ce qu'est un viol encore. C'est ce qu'elle dit aussi, cette affaire-là. Donc, qu'est-ce que cherchent ces élus en faisant ça? Ça ne crée aucune valeur et c'est détestable. Alors, s'ils cherchent, moi j'ai la réponse, c'est que Philippine n'est pas une bonne victime à leurs yeux. C'était une jeune femme qui était profondément catholique, très engagée dans sa paroisse, très engagée dans le scoutisme, et elle n'a pas le profil de la bonne victime. Ces gens-là sont des idéologues complètement stupides qui atteignent vraiment des fonds de Je sais que les réseaux sociaux sont des dépotoirs, mais j'ai lu des tweets ignobles qui disaient qu'elle avait vraiment pas le bon profil puisqu'elle était catho et que les cathos étaient contre les LGBT, les droits des femmes. Mais ça, c'est des abonnés. Mais ça, c'est des types qui ont 4 ou 5 abonnés. Bien sûr. De la même manière que dans les propos scandaleux de Villepin, il y a un désir de provocation. Je crois qu'il n'adhère pas totalement à l'ignominie qu'il profère. Ouais, écoute, alors il faut vraiment faire une sacrée gymnastique de l'esprit pour arriver à séparer le bon grain de livret. Les types qui ont fait ça, quelle que soit Philippine, elle ne verra pas ses 19 ans. Donc cette petite fille, c'est insupportable, voilà. Et je suis d'accord avec vous, Jean Dorédo, c'est dégueulasse. Je dirais même plus. Oui. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Plus. Oui. Des vraies voix. Je vais... Votre petit... Faire du temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, c'est un espoir médical qui est votre tour de table de l'actualité. Oui, mais en effet, Philippe, mais qui touche le quotidien de beaucoup de gens et qui malheureusement, si j'ose dire, a touché mon crâne. C'est des robots qui aident à déceler des cancers de la peau, les lésions, les grains de beauté, et ces robots sont capables, dans toutes les parties du corps, de voir ce que ne vous réjouissez pas, c'est médical, que les médecins, les dermatologues ne peuvent pas voir malgré leur conscience professionnelle, et donc ça va représenter un progrès considérable, d'abord pour déterminer les lésions dangereuses et ensuite pour pouvoir les comparer les unes avec les autres au fil des années. Je trouve que c'est un grand progrès qui va concerner beaucoup de gens. Françoise de Gaulle. Moi, je trouve ça génial, et puis je pense que moi, j'aime que la science évolue, et j'aime qu'on puisse rallonger la vie des gens, et j'aime que aujourd'hui, on ne meurt pas de maladies dont on mourrait il y a par exemple 20 ans. Voilà. Ah oui, non, c'est sensationnel. En fait, ce sont les sciences de l'ingénieur qui progressent et qui servent les métiers de la santé, l'imagerie médicale, les drones qu'on fait. Enfin, c'est ce qu'évoque Philippe Bilger. On va pouvoir parcourir votre organisme, on va pouvoir détecter à l'avance, faire de la prévention et puis même intervenir, guérir. Ça fait rêver, c'est prodigieux. On a fait une émission il y a quelques jours sur l'imagerie médicale dans les vraies voix responsables, et aujourd'hui, par l'IA, on commence à avoir une IA qui va permettre de voir les cellules cancéreuses 5 ans avant qu'elles deviennent cancéreuses, notamment pour les tumeurs du sein, et c'est vraiment extraordinaire. Mais je crois que c'est dans le domaine médical que l'IA a le plus heureux. Avec la Corée du Sud, la France et la Corée du Sud ont développé vraiment des universités sur ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que l'intelligence artificielle, et que la medtech aujourd'hui est vraiment pour créer des lieux communs et une force de frappe ensemble sur le médical en général, et c'est fantastique. La medtech, ça n'a rien à voir avec la chanson de Moustaki. Oh, joli. La avec ma gueule de medtech. J'aurais fait un jeu de mots comme ça, je me serais fait lyncher. Mais je suis protégé, comme Cécile vous a demandé d'être spirituel. Il y a des préférences. Un peu une chose positive, Jean Dorédo, la folle échappée de Poggi hier soir dans les championnats du monde de cyclisme. Un truc absolument incroyable. Tadej Pogačar dans la journée, la course sur route du championnat du monde de cyclisme. Il était évidemment attendu. Tout le monde savait qu'il avait prévu de s'échapper
pour l'emporter, mais pas d'aussi loin. Il est parti à 100 km absolument tout seul. Il y avait des clients, des pointures de dingue. Il y avait des Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, que des stars pour le battre. Et tous les champions de cyclisme disaient, mais de toute façon, il ne va pas arriver au bout. C'est pas possible. Il est fou de partir d'aussi loin. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a emporté. C'est le nouveau champion du monde de cyclisme avec un panache incroyable. Et en plus, avec le sourire. Et ça, vraiment, ça me touche particulièrement. Moi, j'ai grandi avec des champions de vélo qui étaient durs à la peine, qui étaient un peu austères comme ça. Et le Tadej Pogačar, il a la banane. Il est absolument incroyable et ça fait du bien. Il a été aidé à 2 reprises, mais rapidement par 2 coureurs. Oui. Et sous le contrôle de celui qui s'étouffe, qui fait semblant de ne pas écouter, Philippe David, je crois qu'il y a un exploit, un seul qui est comparable. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Anquetil dans Liège-Bastogne-Liège. Il avait gagné en ayant fait un nombre de kilomètres hallucinant tout seul devant. Il faudrait que vous vérifiez, Philippe. Moi, j'ai lu en tout cas Eddy Merckx dans le Parisien d'aujourd'hui qui dit qu'il n'a jamais vu ça, que c'est vraiment le champion en plus, incroyable. Voilà, j'aime la personnalité de Pogačar. Alors c'est vrai qu'on a toujours ces 2 types de personnalités. Vous avez l'explosif Nadal et Federer beaucoup plus froid. Et là, vous avez Pogačar et celui... comment il s'appelle ? Vingegaard. Donc c'est pas les 2 mêmes personnalités. Ils sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Mais j'aime Pogačar. J'ai l'impression de voir un chevalier qui prend tous les risques. Il y a une espèce de joie à rouler. Et c'est un gambler aussi. On sent que c'est un type qui fait des paris. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Il a peut-être le dopage hilarant. C'est fabuleux. On ne sait pas. Oui, alors ça, c'est voilà. On espère que non. On espère que non. J'adorais Armstrong, mais alors évidemment, quand les dopages sont sortis, il a toujours ses roues, ses roulettes derrière. Il a enlevé les petits trous en plus. Il fait ça comme un grand. Donc c'est d'autant plus admirable. J'avoue que je n'ai jamais cru en Armstrong. Donc voilà. Ne changez rien. Et pourquoi il a marché sur la Lune. Ça a été un grand choc. La trompette. Il joue très bien la trompette. Ça a été un grand choc quand je l'ai appris. On peut aimer les animaux à sang-froid. Moi, j'ai toujours adoré le blaireau. Voilà, j'ai toujours adoré Bernard Hinault qui est blessé, qui remonte sur son vélo, qui attaque dans les côtes pyrénéens et qui gagne. Pogačar me fait terriblement penser en fait à Bernard Hinault. C'est pour ça que je crois que je l'aime. Moi aussi. Ce tempérament de feu comme ça. Moi aussi, je l'aime, mon blaireau. T'attendais de faire ta vanne. T'attendais que j'ai fini. Non, j'allais juste vous dire, la révolution, c'est comme une bicyclette, quand on ne la tient pas, elle tombe. C'est quand elle n'avance. Che Guevara. Ouais, et c'est pas du tout Eddy Merckx. Non, ça c'était Rabbi Jacob. Sacrée référence. Ah oui, la révolution est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. C'est Rabbi Jacob. Allez, tout de suite, une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On aime bien cette équipe du lundi. L'équipe, alors, ils sont pas très sportifs, hein, mais. Si. Dans le champ. Et au Ménibus. Bigère, je vous en prie. Qui a eu un. Pardon, j'avais oublié que. Paris-Versailles phénoménal. Merci de souligner. Jean Dorido, qui a fait Paris-Versailles, ok. En combien de temps? J'ai pas battu mon record d'1h16, mais j'ai fait 1h29. Bravo. Ça va. Mais le problème, c'est qu'il était en voiture. Quelle est méchante, c'est incroyable ça. Non, mais c'est vachement bien, 1h19. Merci de le rappeler. Ça fait plaisir. Très belle course, très populaire à faire absolument. Vous avez noté à quel point Jean Dorido, donc c'est le psychologue normalement, il n'aime, c'est narcisse. Il n'aime, il ne sourit que quand vous lui faites des compliments. C'est ça fait plaisir, quand même. Il n'arrête pas de dire ça fait plaisir depuis le début de l'émission. Oui, c'est incroyable. Françoise bisous de temps en temps, ça fait du bien. Vous avez déjà fait une course, vous avez déjà couru? Moi, non, mais moi par contre, je fais du ski en compétition depuis que je suis petite, de la natation en compétition depuis que je suis petite, je fais de l'escalade et je fais du hockey sur bâton à roulettes. Ça vous va? Et du bateau. Et vous, Philippe Bidja, moi, quand j'étais tout jeune, c'était le handball et le foot. Je crois qu'on dit il y a longtemps. Parce que c'est handball. Ah oui, on dit handball. Enfin, je suis né avec des skis, ce qui est normal quand on est en Pyrénées, mais j'ai fait beaucoup de compétitions de ski, bien sûr. Et moi, foot et tennis. Ah, c'est pas mal. On a dû dire. Foot, moi, j'ai fait de l'équitation. Tennis en pension. Moi, j'ai fait du foot, de la boxe et de la course automobile. Et du pilotage, oui. Vous avez entendu la débilité. Tennis en pension, c'est une contrepartie. Oui, j'ai bien compris. Mais je fais comme Philippe David, je l'écoute plus.
Allez, c'était le tour de table de l'actu des vraies voix. Merci, Françoise, Françoise. on revient dans le cours de cette émission, Bien puisque sûr. c'est important, et vous voulez parler de Emmanuel Macron et de son coup de blues peut-être. Alors c'est un coup de blues, mais en même temps je pense que c'est une réaction, et d'ailleurs on voit la réaction. Je pense pas qu'Emmanuel Macron soit un homme à rester très longtemps dans le blues. Je pense qu'il a réalisé à quel point finalement la cohabitation, c'est une cohabitation, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont transférés, ça n'est pas un remaniement, tous les pouvoirs désormais sont transférés à Matignon, avec une équipe dont il ne peut pas goûter. Il a une détestation par exemple de Bruno Retailleau. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron s'attache depuis des jours et des jours à faire passer comme message à tous les journalistes: je n'ai pas choisi ce gouvernement, je n'ai rien pu imposer à part mes 2 ministres de réserve, c'est-à-dire Affaires étrangères et comment dirais-je, Défense. Donc il veut vraiment se découpler et se dissocier de ce gouvernement, particulièrement de Retailleau, et je pense que nous sommes en train de rentrer dans quelque chose auquel on a assisté et qui peut durer 3 ans ou qui peut durer 3 jours, c'est-à-dire une cohabitation extrêmement dure. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit: je demande au gouvernement de mieux protéger les Français, il se fout un peu quand même de nous parce que ça fait 7 ans qu'il gouverne, mais là vous avez bien compris que Yael Braun-Pivet qui monte et Elisabeth Borne, c'est évidemment piloté par Emmanuel Macron, et nous allons assister, je pense, jour après jour à cela, c'est-à-dire à une cohabitation extrêmement dure avec un Premier ministre qui à mon avis, ça ne fonctionne pas entre eux, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans l'autre, et surtout un président qui ne peut pas accepter de perdre ce pouvoir. Et on a beau dire ce qu'on veut, Philippe dit ça n'est pas Mitterrand, bien sûr que ça va être comme Mitterrand, ça n'était pas la plus dure. Moi j'ai assisté à la cohabitation, je crois, la plus difficile. Jospin-Chirac, ça a duré 5 ans, ils se rendaient coup pour coup, il y en a un qui faisait la vache folle, l'autre qui répondait par le quinquennat, c'était absolument terrible. Jospin-Chirac, je pense que nous allons vers un match de boxe où on va tous compter. Je ne le crois pas une seconde. D'abord, les informations sur Emmanuel Macron, sa psychologie et ses rapports varient chaque jour. Je suis persuadé que cette cohabitation va se dérouler d'une manière très singulière parce que d'abord, elle n'en est pas une. Elle n'en est pas une profondément, et c'est quelque chose qui va nuire à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut pas se permettre d'être dans une opposition nette et brutale à l'égard de Michel Barnier et de son gouvernement, même de Retailleau, précisément parce qu'il doit être dans une attitude de composition. C'est pour ça qu'il fait envoyer Braun-Pivet et Elisabeth Borne. Psychologie, elle n'a pas besoin de lui. Psychologie vraiment élémentaire, vraiment de base. C'est qu'il y a quelque chose d'inédit dans cette cohabitation, c'est que le Premier ministre est ce qui est Mitterrand, Chirac, peut avoir quelque chose, je pense, de vraiment singulier, de très intéressant, de surprenant. On a quand même, c'est pas lui faire injure que dire que c'est quand même un vieux briscard de la politique. Michel Barnier, quand j'étais gamin, il était quand même déjà vieux, donc c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et Emmanuel Macron, qui malgré son talent, est quand même extrêmement jeune, et ça va être très intéressant, me semble-t-il, de voir sous l'angle de la différence d'âge, qui reste un élément psychologique majeur, ce que ça va donner. Merci beaucoup Françoise pour ce sujet. Tout de suite l'info en plus, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Marine Le Pen indique porter plainte pour abus de faiblesse après la publication d'une vidéo de Jean-Marie Le Pen. On le voit en train de chanter avec des musiciens d'extrême droite. Et même avec des musiciens proches de la sphère néo-nazie, indique Mediapart, qui révèle les images. Ce groupe de rock baptisé Match Retour s'est notamment produit il y a 2 ans lors d'un rassemblement d'hommage à des SS tués à la Libération. C'était à Sainte-Croix-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, précise le média d'investigation. Et donc, sur cette vidéo qui daterait de samedi dernier, on y voit le fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, chez lui, en compagnie des membres de ce groupe. Elle va chanter comme nous, et faire courir le bouquin, avec de jouer comme malin à la tête du Front National pour défendre notre terre natale. Sur la vidéo, l'un des musiciens arbore un t-shirt qui détourne un cliché des jeunesses hitlériennes, indique l'agence France Presse qui a analysé les images révélées par Mediapart. Cette vidéo tombe mal forcément pour le RN, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès des emplois possiblement fictifs d'assistants parlementaires européens. Jean-Marie Le Pen, 96 ans, n'est pas présent à l'audience. Il n'était pas en état de comparaître, a estimé une expertise. Alors après la publication de ces images, sa fille, Marine Le Pen, a réagi auprès de l'AFP. Elle indique:
porter plainte pour abus de faiblesse contre les membres de ce groupe de musiciens. Il est acté, dit-elle, que Jean-Marie Le Pen n'est pas en capacité de donner son consentement de quelque acte que ce soit. La double finaliste RN de la présidentielle dénonce un comportement scandaleux de la part de ce groupe. Elle entend donc le faire condamner devant un tribunal. Philippe Bilger. Je trouve qu'elle a raison. On peut tout faire avec quelqu'un qui n'a plus sa tête. Et c'est un scandale. Et je vais pas critiquer Mediapart, que je défends par ailleurs. Bon, ils continuent dans leur lignée. Hein. Ouais, moi je pense que c'est assez intéressant de voir ça aussi. Et puis moi je vois pas pourquoi on critiquerait Mediapart. J'entends la réaction de Marine Le Pen. C'est intéressant de voir alors psychologiquement aussi la difficulté aussi de Marine Le Pen par rapport à son père. Le fait qu'elle doit à la fois le protéger, qu'elle a dû s'en séparer également pour changer complètement son image avec ces musiciens néo-nazis qui reviennent au milieu. Non, ça dit quand même des choses. Ça dit pas du tout que Marine Le Pen est néo-nazie, c'est pas ce que je dis, mais ça dit quand même des choses sur l'écosystème de ce Rassemblement national et sur la personnalité de Marine Le Pen. Jean Dorido. Obligé de protéger et en même temps de se dissocier. Je suis pas sûr que Jean-Marie Le Pen n'ait plus toute sa tête à 96 ans. Je veux dire, on connaît quand même ses affinités politiques depuis toujours. Il a été suffisamment sulfureux, je veux dire, ça se sait. On voit le travail de sa fille pour dédiaboliser son parti. Et ces musiciens, comme disait Charles Pasqua, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, merci, Félix. On va revenir sur l'apprentissage de la langue. Le Conseil de l'éducation nationale a proposé une réforme de l'orthographe. Leur objectif, raccourcir le temps d'apprentissage des élèves et les rendre plus efficaces. Alors parlons vrai. Est-ce que la langue française est trop compliquée? Est-ce que vous pensez que c'est une réforme nécessaire ou pas? Faut-il réformer l'orthographe? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Elisa Kameniersi qui est avec nous, enseignante et chroniqueuse au Point, au Figaro et à Marianne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une question courte, une réponse courte. Est-ce que la réforme de l'orthographe, c'est la fin des haricots? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, pétillante comme jamais, magnifique. Philippe Bilger, dont son intellect illumine le studio, Françoise Degois, qui est là. Et enfin... Et j'allais dire, il peut pas être simple. Bah si, Françoise Degois. Ça t'écorcherait, dire la passion, l'intelligence en action, la puissance, non, j'évite l'humanité. de raconter n'importe quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est bizarre parce que c'est ce que vous faites toute votre vie, en fait. Et Jean Dorido, dont la psychologie fait passer Freud pour de la roupie sans femelle. Allez-y, présentez-vous vous-même. Vous diriez quoi sur vous? Qu'est-ce que je dirais sur moi? Écoutez, je suis content d'être là, je suis content de vous voir. Non, mais qu'est-ce que vous diriez sur vous? Moi, je dirais, pourrait faire mieux. Sur Dorido ou sur vous? Sur moi. C'est bien, il y a des gens réalistes parfois. Moi, je dirais la passion, voilà. La passion de la vie. La passion. Et Philippe, vous diriez quoi sur vous? Manger. J'ai faim. Allez. J'ai faim, donc je suis. Ouais, quand on a faim, au moins on est vivant. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce que vous surveillez votre orthographe? Pas vraiment, non. C'est pas grave, les fautes d'orthographe. Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres? Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe. Et allez, le Conseil scientifique de l'éducation nationale propose une réforme de l'orthographe. Objectif, supprimer des exceptions sur l'accord des participes passés et mieux appliquer les simplifications orthographiques de 1990. Des linguistes le réclamaient, car la France consacre beaucoup plus de temps que les autres pays à cet apprentissage de cette langue maternelle, la nôtre en tout cas, sans pour autant obtenir de meilleurs résultats. Alors parlons vrai, est-ce que l'orthographe est essentielle à l'époque du tout numérique? Mais est-ce que finalement les bonnes vieilles méthodes de nos parents et de nos grands-parents ne devraient
devrait pas être remise à l'ordre du jour. Et à cette question, faut-il réformer l'orthographe? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée, Lisa Kamen-Hirsig, qui est avec nous, enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro, à Marianne et auteur de ce livre, La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger. Cette réforme de l'orthographe, encore une fois. Cette réforme de l'orthographe, j'ai l'impression que... c'est le nivellement par le bas ? Oui. Oui, et alors que j'attache la plus grande importance à l'oralité, à l'écriture, à l'orthographe, en espérant ne pas succomber à la perversion française qui fait beaucoup de fautes, je trouve que on est toujours dans le même processus délétère. Comme on ne peut plus maîtriser un phénomène de culture, de rectitude pour le langage comme pour l'écriture par des moyens traditionnels, on décide de toucher à ce qu'on ne parvient pas à respecter. Et je trouve que c'est très dangereux. Quel besoin a-t-on, parce qu'on ne sait plus rétablir une orthographe correcte chez tout le monde, y compris chez les professeurs parfois, quel besoin a-t-on de laisser croire qu'on va améliorer le système en le dénaturant? Françoise Degois. Oui, parce que contrairement au proverbe, je ne pense pas du tout que l'orthographe ce soit la science des ânes. Je pense que c'est ce qui qualifie et qui définit aussi une langue. C'est vrai que la langue française est extrêmement riche, elle est remplie de pièges, elle est remplie de choses trappes, c'est vrai, effectivement, mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas passéiste et je ne suis pas une adepte du c'était mieux avantisme, pas du tout. Chacun le sait dans cette émission. Mais je ne suis quand même pas d'accord pour que on simplifie l'orthographe. Je vois la difficulté avec un pays que je connais bien, l'Italie, où il y a plusieurs façons de parler italien. À force de simplifier et de pas arriver à avoir un italien, eh bien, vous avez toutes sortes d'italiens et vous avez de l'italien dégradé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas l'italien de la même manière à Rome qu'à Florence ou qu'à Naples, mais à la fin, l'italien pur, l'italienneté, eh bien, on ne sait plus tout à fait où il se trouve. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment avec ça. Je pense qu'il faut faire l'effort, d'apprendre aux mômes et aux plus jeunes à parfaitement écrire sans faire de fautes. Jean Dorido. Alors oui, vraiment, on parlait tout à l'heure d'immigration. Je pense vraiment, l'orthographe, c'est notre patrimoine. Je veux dire, quiconque arrive en France, quelles que soient ses origines, c'est précisément un moyen tellement noble et tellement sexy, si j'ose dire, de précisément s'imprégner de l'esprit d'un pays, l'esprit de sa langue, de ses auteurs. Et puis, c'est notre patrimoine aussi, parce que nous avons cette langue, qui vient du latin, du grec, et il suffit, les linguistes en parlent tellement bien, ça fait rêver, un accent, un PH plutôt qu'un F, mais en fait on comprend parce que ce sont les vieux mots des personnes qui nous ont précédés, et c'est une espèce de connexion comme ça avec l'histoire qu'il est essentiel de préserver, même si parfois c'est difficile. C'est précisément un moyen, pour le coup, à la portée de tout le monde, que de s'entraîner à améliorer. Je crois qu'on est tous, on peut tous se faire piéger, et c'est vraiment extraordinaire de travailler son orthographe, quel que soit son âge et ses origines sociales. Lisa Kamen-Hirsig, vous êtes enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro. Votre livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel, vous êtes enseignante en CM2. Est-ce qu'avec le temps, vous avez constaté une baisse du niveau d'orthographe? On voit d'ailleurs notamment qu'en études supérieures, les profs du supérieur se plaignent de l'orthographe en disant que certaines copies sont incompréhensibles. Oui, tout à fait. Alors, je veux bien les croire, d'autant que on a fait sortir des programmes un grand nombre d'exigences telles que, par exemple, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, qui ne s'enseigne plus en CM2, puisque maintenant on est censé s'arrêter à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, comme si on pouvait faire des phrases, écrire des textes dans lesquels on n'utilise jamais l'auxiliaire avoir au passé composé. Pareil avec le passé simple, qui ne s'enseigne plus qu'aux troisième personne, sous prétexte que les textes classiques, les contes, contiennent essentiellement la troisième personne du singulier et du pluriel. Donc en réalité, on dépossède les enfants d'un héritage qu'on leur doit, que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents. On les dépossède de cet héritage et ensuite on se plaint qu'ils n'ont pas de niveau. Le problème, c'est que l'orthographe,
comme vous le disiez, c'est pas la science des ânes du tout, c'est très porteur de sens. La ponctuation aussi. Si je vous dis venez manger les enfants ou venez manger virgule les enfants, ça donne pas tout à fait la même chose. J'ai vu là que récemment il y avait des professeurs d'université qui se plaignaient que les enfants, enfin que les étudiants, pardon, ne maîtrisaient plus la ponctuation. Mais la ponctuation, c'est capital pour comprendre un texte. Donc en fait, on allège les programmes, on dépossède les enfants de quelque chose auquel ils ont droit. Hein. C'est vraiment une volonté politique. Alors vous le savez, il y a des lois d'orientation qui datent de la fin des années 90 et des années 2000 qui ont pour objectif d'emmener 80% d'une classe d'âge au bac, et pour atteindre cet objectif, on est prêt à tout. Allez, 0826 300 300, parce qu'on a 2 auditeurs. Ça fait beaucoup réagir, Marc là. est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Madame Minibus, bonsoir Monsieur David, bonsoir à vos invités et à vos auditeurs. Bonsoir Marc. Alors, je partage assez l'avis de tous vos invités, puisque l'orthographe fait partie du patrimoine français. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que bien que Richelieu ait eu l'audace et l'honneur de créer l'Académie française, aujourd'hui, avec le temps, on a guère changé, et c'est l'Académie française qui gère un petit peu trop notre langue. Et ce qui est dommage, c'est qu'à côté de ça, nous avons des professionnels, que nous nommons des linguistes, qui n'ont pas trop leur mot à dire, et c'est bien dommage. Donc tout à l'heure, en début d'émission, vous expliquez que les linguistes ont fait une demande pour réformer. Si c'est suivi, je trouverais ça quand même assez normal, parce que ce sont eux les professionnels. L'Académie française fait partie de l'histoire de France, hein, c'est normal. Mais si demain, plusieurs linguistes pourraient s'immiscer au niveau de l'Académie française et arranger la langue française comme eux ils l'entendent en tant que professionnels, c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui je suis partagé avec ça. S'ils disent qu'il faut faire certaines réformes, il faut peut-être les écouter, parce qu'ils ont quand même plus de notions que nous, quoi. On va en parler. Merci beaucoup Marc Dupuis-Dôme. On met le cap sur les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Baptiste Dex. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors, votre avis sur la réforme de l'orthographe? Eh bien, je pense que c'est une mauvaise chose, parce que ça se fait pour de mauvaises raisons, et au nom de croyances qui sont mises en échec depuis 3 décennies maintenant. Alors, je me permets de préciser que je suis chargé de TD, donc les problèmes que vous avez évoqués, je les constate. Chargé de travaux dirigés, donc, TD. Exactement, en fac, en histoire. Et effectivement, c'est mis en place avec cette idée que ça va faire disparaître les difficultés. C'est donc un cache-misère culturel et social. Et puis, il y a cette vieille idée que s'attacher à l'orthographe, ce serait réactionnaire, voire psychorigide, alors que c'est fondamentalement l'inverse. Je me permets de préciser que l'orthographe, la grammaire, la syntaxe sont quand même une école de la rigueur intellectuelle, une école de la discipline. Ça forge l'esprit. C'est essentiel de revenir un petit peu au sens des choses, et que c'est parce qu'on forge l'esprit, notamment par cette structuration de la langue et cette étude de la langue, qu'on façonne l'esprit critique. Et sans esprit critique, il n'y a pas de naissance du citoyen possible. Donc il n'y a pas de possibilité de l'exercice démocratique. Philippe Bilger. J'aimerais poser une question à notre invité. Isaac Améniarseg. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour l'orthographe, comme pour beaucoup d'autres choses, il y a une sorte, de la part de la France, des élites, une sorte d'épuisement à l'idée de faire respecter les disciplines dans leur pureté et leur rectitude? Est-ce que pour l'orthographe, ça n'est pas pareil? C'est comme si en réalité, on n'en pouvait plus de devoir avoir absolument une orthographe correcte. Excusez-moi, je vais ajouter un mot à Philippe Bilger. Il a parlé en France, vous êtes franco-suisse. À ce que je sache, Isaac Améniarseg, est-ce qu'il y a la même chose dans d'autres pays francophones, comme la Suisse francophone, ou je ne sais pas, la Belgique, etc. Alors, je ne connais pas la Belgique, mais en Suisse, c'est exactement pareil, hein. La langue française est particulièrement difficile, il faut l'avouer. Maintenant, Monsieur Bilger a complètement raison. Il y a, en fait, on a été pris à notre propre piège. On a voulu, il y a quelques décennies, je dirais une cinquantaine d'années, recentrer l'école sur la pédagogie et non plus sur les savoirs. Et on a allégé les programmes, on a fait des enseignants des exécutants pédagogistes, en leur donnant vraiment le détail des méthodes qu'ils devaient utiliser en classe dans toutes les disciplines, hein, pas seulement en français, ce qui fait qu'ils n'analysent plus les difficultés de leurs élèves, ils se contentent d'appliquer ce que l'éducation nationale leur mâche comme travail sur le site de l'éducation nationale. On vous donne des séquences toutes faites, ce qui n'est pas normal. Un enseignant doit pouvoir établir lui-même, créer lui-même une séquence pour enseigner sa matière. Ouais, une réaction de Françoise et Jean après. Je pense qu'il faut réintroduire
remettre le métier sur l'ouvrage, parce que j'ai le même problème que notre auditeur. Moi, je vois mes élèves de l'école de journalisme, ils peuvent sortir de Sciences Po, ils écrivent comme des ânes, ils ne mettent aucune ponctuation. Je ne suis pas d'accord avec ça et je leur dis arrêtez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez lu comme livre cette semaine ? Et comment vous écrivez? On ne peut pas. Donc il faut remettre ce métier à l'ouvrage. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on régresse. Et je voudrais tester avec vous l'idée que ce soit ludique. Regardez comme la dictée de Pivot. C'était vraiment, génial. C'était génial. Ça embarque tout le monde. Ouais. Eh bien, refaisons du ludique à l'école pour apprendre l'orthographe. Qu'en pensez-vous? Jean Dorido. Jean Dorido. Non, je salue vraiment l'intervention du garçon d'Aix-en-Provence chargé de t'aider là en histoire, parce que c'est un fait vraiment. Jean-Baptiste, voilà, parce que c'est vrai que l'orthographe, c'est vraiment le moyen pour tout le monde de se structurer l'esprit. On ne réforme pas les mathématiques, Dieu merci, c'est irréformable. Ah oui. C'est la même chose pour l'orthographe. Il y a quand même des règles qui existent depuis toujours, elles ont du sens. Et j'aimerais effectivement poser une question à notre invité. Il nous reste 1 minute. Que j'entends parler de pédagogie. Est-ce que, d'après votre expérience d'enseignante, est-ce que ce sont les fameuses sciences de l'éducation qui auraient finalement fait plus de mal que de bien à l'éducation nationale, d'après vous? Lisa Kamen-Herzig. Les sciences de l'éducation participent de ce pédagogisme. Oui, c'est l'un des symptômes. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, ce que vous avez dit au début, il y a 86% des Français qui sont contre. Et des réformes de l'orthographe, il y en a eu plein, elles sont jamais suivies. Parce que la langue, c'est pas l'État qui réforme la langue, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas une académie quelle qu'elle soit qui va réformer la langue, c'est l'usage qu'on en fait. Si, je sais pas quoi, les 2 L du verbe appeler doivent disparaître, elles disparaîtront tout seules. Enfin, un jour, on l'écrira peut-être avec un accent grave, mais c'est pas l'académie, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas les dictionnaires qui vont décider de ça, ce sont les gens. Merci en tout cas Lisa Kamen-Herzig d'avoir été avec nous, enseignante chroniqueuse au Point, au Figaro, à Marianne, et auteur de ce livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. En tout cas, moi j'y tiens à cette orthographe, j'y tiens à ces dictionnaires où on va chercher des synonymes, j'y tiens à tout ça. Ce qui me fait peur, Cécile, c'est que tous les gens qui défendent l'orthographe font eux-mêmes beaucoup de... Ah bah oui. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean Dorido. Merci Philippe, on se retrouve demain à 17h. On se retrouve demain à 17h. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. On va parler notamment des drames du manque d'AESH, vous savez, pour accompagner les élèves en situation de handicap. On va parler de Sea Shepherd et également du service civique. Eh bien, très bien. Bonne émission, les amis. Et nous, on se retrouve pour les vraies voix à 17h demain. Salut, bonne soirée. Merci à notre réalisateur. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.